La végétation est une richesse convoitée et exploitée dans de nombreux domaines. Dans un contexte écologique, de développement durable, la plante revient au centre des préoccupations et des attentions. Mais pour préserver ce patrimoine végétal, pour comprendre la croissance des plantes, gérer l'état de la végétation, contrôler et prévoir sa production, il faut analyser ces plantes. Les chercheurs font donc appel depuis quelques années à la modélisation. Ils créent ainsi des plantes virtuelles, des plantes numériques. À Montpellier, des équipes d'agronomes, de mathématiciens, de botanistes et d'informaticiens développent des méthodologies de modélisation et de simulation des plantes. Ces recherches sur la plante numérique sont soutenues par Agropolis Fondation en partenariat avec l'INRIA. En fait, on a été confronté à essayer d'améliorer la production agricole. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les approches au champ, sur de grandes échelles, ça ne marchait pas. Et donc, on est allé vers des représentations de plus en plus fines de la plante. Et au fur et à mesure, on est allé vers ce qu'on appelle une thématique de plante virtuelle. C'est-à-dire, au lieu d'avoir uniquement des représentations tridimensionnelles, on a mis de plus en plus d'informations dans ces plantes. On va considérer toutes ces parties, le tronc, les feuilles, les rameaux, etc. et de le considérer de façon dynamique, c'est-à-dire que l'on va analyser le développement depuis la germination jusqu'à la mort, et c'est cela qui va être représenté ensuite en 3 dimensions. Au-delà de l'image de synthèse, la plante virtuelle est un objet informatique qui décrit la plante comme un ensemble d'organes connectés entre eux et représentés par des formes géométriques placées dans l'espace. Cette description informatique peut éventuellement intégrer l'évolution dans le temps de ces organes et représenter alors une plante en croissance. Ces plantes virtuelles peuvent être construites soit à partir de mesures de plantes réelles, soit à partir de modèles par simulation. L'équipe Digiplant donc développe ce modèle qui est polyvalent, qui peut aussi bien simuler des arbres que des graminées, des plantes cultivées. Et il est développé essentiellement par cette association, cette collaboration entre mathématiciens, agronomes et botanistes. Il s'agit de la mise en œuvre du modèle que nous développons, qui est capable de construire une architecture tout en produisant la biomasse de cette architecture avec des rétroactions entre ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire la photosynthèse, et le développement, c'est-à-dire la mise en place des organes. Ce qui est important dans une plante, c'est sa structure, son architecture, tant au niveau du système aérien, c'est ce qu'on voit en fait, et du système racinaire. Alors ce système racinaire, tout le monde sait qu'il existe, mais il est caché, il est dans le sol, et du coup on a beaucoup plus de mal à percevoir sa réalité. Ce qui nous intéresse, c'est l'activité de ce système racinaire, qui est fondamentalement une activité d'échange avec le milieu. Alors ce que l'on perçoit bien, c'est que la plante va prélever dans le sol l'eau et les éléments minéraux dont elle a besoin, mais en contrepartie, elle va libérer dans ce milieu quantité de substances qui vont avoir pour effet de modifier ce milieu. Et donc on a un véritable besoin de modélisation, de construire en fait des outils numériques qui représentent ces interactions entre la plante, les micro-organismes et le sol. Et nous avons décidé de collaborer avec l'INRIA pour construire des modèles couplés d'écologie microbienne, couplés à des modèles de biogéochimie, donc de bien mettre en phase les micro-organismes en tant qu'acteurs sur des transformations biogéochimiques qui se déroulent dans le sol. Ces plantes virtuelles sont utilisées pour de nombreuses applications, comme le calcul de transfert de lumière ou bien encore l'analyse de l'interaction entre les plantes. Ces plantes virtuelles vont aussi pouvoir être utilisées bien sûr pour la visualisation des paysages et notamment l'évolution des paysages en fonction de tel ou tel type de gestion que du coup vous pouvez prévoir si vous avez les connaissances qui vous permettent de le faire. Ces maquettes informatiques sont aussi utilisées pour prévoir des rendus en télédétection. À partir de produits issus de satellites, et en particulier de la mosaïque d'images réalisée sur la Guyane, on peut envisager de développer des traitements qui permettent d'extraire des données et des connaissances pour caractériser les différents objets sur l'environnement. Donc ça peut concerner l'état des forêts, mais aussi les zones urbaines et périurbaines. Alors dans le cadre d'un projet sur la biodiversité en Amazonie, nous avons développé des méthodologies pour analyser la biodiversité au niveau de la plante et voir sa traduction au niveau des composants paysagers par des méthodes d'analyse spatiale et de télédétection pour déboucher sur des indices
de la biodiversité que l'on peut mettre en relation avec des politiques publiques. Ces modèles répondent également à des questions d'ordre social. L'unité de recherche Green travaille sur la gestion intégrée des ressources renouvelables, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre et d'analyser en même temps les dynamiques écologiques et les dynamiques sociales. On essaye d'utiliser les écosystèmes artificiels comme des outils de médiation qui permettent de faire discuter les gens sur un monde virtuel, un monde artificiel. En construisant un jeu de rôle avec eux, finalement on construit un modèle que l'on peut ensuite programmer. Les différents usagers sont venus montrer dans un jeu comment ils utilisaient ces ressources aux différents moments de l'année. Et ce jeu a ensuite été transformé en simulation informatique spatialisée à l'aide d'un système multi-agent informatisé. Pour analyser cette complexité de données, les botanistes ont besoin de nouveaux outils. Informatique pour faire tourner ces modèles et mathématiques pour définir les équations qui optimisent et contrôlent ces processus. Ici, vous voyez le programme qui ajuste les données d'un poivron qui a poussé dans des serres hollandaises. Lorsqu'il a fini de calculer les paramètres, il ajuste au mieux les données avec les calculs. Et à ce moment-là, nous connaissons la dizaine de paramètres qui contrôlent complètement la croissance du poivron dans des conditions de lumière donnée. Les plantes poussent par l'extrémité de leur tige. C'est une petite zone de cellules qu'on appelle le méristème. Pour modéliser ce fonctionnement de méristème, en fait, il y a deux approches. La première approche, c'est l'approche, on va dire, macroscopique, qui consiste à regarder comment fonctionnent les plantes, à considérer les méristèmes comme des petites boîtes noires, et à essayer de modéliser le fonctionnement de ces méristèmes juste à partir du comportement qu'on observe. Il y a une deuxième approche qui consiste à essayer d'ouvrir la boîte noire. C'est-à-dire que là, maintenant, on va aller à l'échelle cellulaire, regarder dans le détail le fonctionnement des cellules et les interactions entre cellules, et à partir de là, essayer de modéliser le fonctionnement cellule par cellule, on va dire, du méristème. Le fait de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, par exemple, à l'échelle des cellules, va permettre de définir de meilleurs modèles à une échelle plus macroscopique, qui ne vont pas se servir nécessairement des modèles précis qu'on aura développés aux échelles microscopiques, et qui vont permettre de mieux abstraire, de trouver de meilleures variables quantitatives pour modéliser les phénomènes aux échelles macroscopiques. Alors l'avantage de ces outils mathématiques de haut niveau, c'est qu'en fait, bon, d'une part, ce sont des outils de simulation, mais ce sont aussi des outils de mesure. C'est-à-dire qu'on les utilise comme des solvers pour résoudre des situations un peu compliquées. Et ce sont des outils qui sont inversibles d'un point de vue mathématique, donc qui permettent en fait, à partir d'informations multiples, mesurées au champ, en serre, ainsi de suite, d'inverser les modèles pour retrouver en fait des caractéristiques de plantes. Mais pour utiliser et améliorer ces outils, pour concevoir de nouveaux modèles, chaque spécialiste doit se familiariser avec le langage des autres disciplines pour intégrer toutes ces connaissances. Aujourd'hui, on a besoin qu'un mathématicien, qu'un physicien, qu'un informaticien, qu'un biologiste se mettent autour d'une même table, essayent de poser sur la table le problème et ensuite participent collectivement à la résolution de ce problème. Et en fait, ça va amener les différents interlocuteurs dans un premier temps à développer un langage commun, donc ça peut durer un certain temps, déjà de mettre ensemble en commun les mêmes objets, et puis dans un deuxième temps d'élaborer une vision commune, avec des compétences propres, mais une vision commune de l'objet considéré. C'est en travaillant en réseau, en constituant des équipes communes, que les créateurs de ces plantes virtuelles pourront répondre à de nombreux défis, comme l'adaptation des plantes aux sols pauvres, ou bien encore la compréhension des mécanismes génétiques impliqués dans la croissance des plantes. L'échange n'est pas seulement méthodologique, il est aussi conceptuel. En fait, il y a besoin aussi d'avoir une autre démarche, une démarche plus globale, où on crée une culture de la plante entière, et de la plante entière en interaction avec son environnement. Et finalement, ces modèles plantes virtuelles sont un bon support pour créer cette culture commune.